Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire un tour d'horizon des différents apports en comptabilité des sociétés. Je vais vous expliquer les différentes natures d'apports en comptabilité, les réglementations et les différentes contraintes qu'on a sur ces apports en comptabilité, ainsi que rapidement la comptabilisation de ces apports. Voilà, donc si vous connaissez une entreprise qui se crée, une entreprise qui augmente du capital, elle va être concernée par ce cas de figure. Je me présente, je m'appelle Carole Grillet, je suis enseignante en gestion comptable et financière depuis maintenant plus de 20 ans et je vous partage des vidéos de cours sur cette chaîne YouTube. Je vous invite, si vous ne me connaissez pas, à vous abonner et à suivre mes péripéties dans des nouvelles vidéos un petit peu chaque semaine. Le temps d'un jingle que vous installez et je vous explique les apports en comptabilité des sociétés juste après. Alors, on va prendre le cas de figure le plus simple, c'est pas le seul, mais c'est le plus simple. Lorsqu'on constitue une entreprise, cette entreprise, elle dispose d'un capital. Ce capital, il résulte en fait de l'apport des associés. Ce sont les associés, ceux qui constituent l'entreprise, qui vont transférer une partie de leur capital à eux, capital d'un individu, à une société. On passe d'un capital qui est une personne physique à une personne morale. On va voir qu'il y a trois natures, trois types d'apports possibles. On va avoir les apports en nature, c'est des biens. Les apports en numéraire, c'est de l'argent, c'est le plus courant, c'est ceux auxquels on fait référence naturellement, mais ce n'est pas le seul. Et troisième type d'apport qu'on va voir, les apports en industrie. Premier donc apport, les apports en industrie. Cet apport en industrie, il s'agit en fait d'un apport de connaissance de la part d'un associé. Donc c'est quelque chose qui est complètement immatériel et ce côté immatériel lui procure des droits un petit peu réduits. Donc c'est un associé qui décide d'apporter ses connaissances techniques, ses services dans une entreprise. Il peut le faire dans une entreprise, presque toutes les entreprises. Il n'a pas le droit dans le cas des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par action et des sociétés en commandite simple. Sinon, dans tous les autres types de sociétés, on peut apporter en tant qu'associé de l'intellect, on va dire comme ça, ou des services. Il faut savoir que forcément, lorsqu'on crée l'entreprise, on doit décrire l'ensemble des apports et donc ces apports en industrie doivent être décrits de façon précise dans les statuts. La difficulté de ces apports en industrie résulte dans leur évaluation. Comment évaluer les connaissances techniques apportées? Comment évaluer les services qui vont être rendus? Et pour cela, on va devoir nécessairement faire appel à un commissaire aux apports. Je vous explique un petit peu plus loin en quoi consiste le travail du commissaire aux apports et les conditions particulières. Par contre, cet apport en industrie, s'il permet effectivement de constituer la société, il ne permet pas de constituer le capital de la société. Il ne donne pas droit à une participation au capital. Ça va donner droit à une participation à la gestion, on va pouvoir voter, prendre des décisions, on pourra bénéficier d'une partie des bénéfices en fonction de ce qui aura été indiqué dans les statuts de l'entreprise, mais on ne possède pas une partie du capital de l'entreprise. Donc c'est ça à savoir, apport en industrie, connaissances techniques, mais pas de participation au capital. Et en fait, la conséquence directe pour vous, si vous êtes comptable, c'est qu'il n'y a pas d'écriture comptable suite à un apport en industrie. Deuxième type d'apport, les apports en nature. Cette fois-ci, il s'agit de nature, il s'agit de biens. Alors on va voir que les biens sont divers et variés. Quand on dit biens, on va avoir et des biens corporels et des biens incorporels. Ces biens, on va retrouver plutôt incorporel, c'est le fonds de commerce. Un associé a déjà un fonds de commerce et va créer une entreprise en utilisant ce fonds de commerce. On peut avoir un contrat. Ça peut être un contrat d'exclusivité, un contrat avec une autre entreprise. Il l'apporte, c'est-à-dire que grosso modo, on va changer le nom qu'il y a sur le contrat et on va pouvoir utiliser quelque chose. Ça peut être aussi un immeuble, c'est-à-dire que je possède un immeuble, je l'apporte et donc j'en donne propriété à l'entreprise. De façon immatérielle, on va retrouver parfois aussi des brevets, des créances et on peut même apporter des parts sociales d'une autre entreprise. Donc tous ces apports en nature, comme on a vu dans les apports en industrie, il va falloir les évaluer. Et là encore, on a une difficulté. Cette difficulté d'évaluation fait que, là encore, on va devoir faire appel à un commissaire aux apports pour évaluer ces différents apports en nature. Lorsqu'on a un contrat, c'est parfois difficile de donner une valeur
à ce contrat. Donc, c'est le commissaire aux apports qui va faire ce travail. Par contre, cette fois-ci, contrairement aux apports en industrie, l'apport en nature donne droit à une partie du capital. Puisqu'en fait, on va voir dans le schéma d'écriture à la suite que tout ce qu'on apporte, eh bien, ça va rentrer dans l'entreprise. Qui dit flux entrant, dit comptabilisation. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on constitue une entreprise ou lorsqu'on fait une augmentation de capital, donc quand on a des apports, on peut le faire des fois en plusieurs temps. Sauf que pour les apports en nature, on a ce qu'on appelle une libération obligatoire lors de la souscription du capital. On ne peut pas s'engager à dire j'apporte un contrat maintenant et j'apporterai un deuxième contrat dans un an. On apporte tout dès le début, dès la souscription du capital. La libération des apports en nature est obligatoire. Pour ce qui est de la comptabilisation, on va procéder en 3 temps pour les apports en nature. Dans un premier temps, on est à la date de la création de l'entreprise, il y a une promesse d'apport. Il y a donc les associés qui se sont engagés à apporter et donc on a du coup capital qui est souscrit, appelé mais non versé. On va procéder en plusieurs temps, je vous ai dit. Donc ici, on va bien faire attention dans le compte d'associés d'utiliser un compte qui va permettre de dissocier et de montrer que ce sont des apports en nature. En deuxième temps, les associés se sont engagés, ils vont donc apporter ces différents apports en nature. Donc ça va rentrer dans l'entreprise, ça va rentrer dans son bilan. Donc compte de la classe 2, compte de la 3, compte de la classe 4 majoritairement. Et donc on va solder l'engagement des associés, puisque c'est bon, ils ont fait leur apport en nature. Et puis dernière étape, on va changer la nature du capital. On avait un capital qui a été souscrit, appelé non versé, il est maintenant versé. On va donc constater ce capital versé. Enfin, troisième type d'apport, celui qui est le plus naturel en fait, ce sont les apports en numéraire, c'est-à-dire qu'on va cette fois-ci apporter de l'argent. Donc, il n'y a pas de difficulté très importante, sauf à savoir que cette fois-ci, on a une réglementation concernant la date à laquelle vont être versés ces apports en numéraire. On parle donc de libération partielle qui est possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'engager à verser 10 000 € et on va libérer ces 10 000 € en plusieurs fois. On fait donc une libération partielle. Tant qu'il s'agit de constitution de société, c'est différent en cas d'augmentation, mais je vais vous donner juste pour l'instant la constitution de société. Lors d'une société de personnes, tout est écrit dans les statuts. Lorsqu'on est en SARL, on doit libérer à minima 1/5 des apports, c'est-à-dire 20%. Pour les autres sociétés de capitaux, c'est la moitié qui doit être libérée tout de suite. Et puis le solde, le reste des apports, on a 5 ans pour le libérer. Alors en cas d'augmentation de capital, les seuils sont légèrement différents, mais ça à la rigueur, je vous en ferai une synthèse dans une autre vidéo. Il faut savoir cette fois-ci que ces apports en numéraire donnent droit à une partie du capital et donc vont donner droit, encore une fois, comme les apports en nature, à comptabilisation. Comme dans le cas des apports en nature, on va procéder à la comptabilisation des apports en numéraire en 3 temps. Dans un premier temps, c'est la promesse d'apport. Les associés se sont engagés à verser ce qui a été appelé, c'est-à-dire ce qui a été libéré. Donc cette fois-ci, on utilise un compte d'associés, mais on spécifie que c'est un apport en numéraire, c'est le compte 45 615, apport en numéraire. Ce qui a été, ce sur quoi ils sont engagés, mais qui n'est pas appelé tout de suite, qui n'est pas libéré totalement, on le met dans un compte également de dette, mais cette fois-ci qui s'appelle 109, actionnaire, capital souscrit non appelé. Et donc, on va enregistrer dans l'entreprise la création d'un capital. Donc, le capital qui n'a pas été appelé, c'est le compte 1011, mais celui sur lequel les associés sont appelés, se sont engagés à verser tout de suite, donc qui est libéré, c'est le capital dans un temps 1012, capital souscrit, appelé, non versé. Dans un second temps, si tout va bien, les actionnaires, les associés payent. On va donc avoir une rentrée d'argent dans notre entreprise, donc on débite 512, et on va pouvoir solder la dette des associés envers l'entreprise pour le montant des apports qu'ils ont réalisés pour le chèque, le virement qu'ils ont effectué. Et enfin, dernier temps, comme précédemment, on va changer la nature du capital et on va préciser que le capital a été appelé et versé pour le montant qui a été effectivement versé. Je vais revenir sur un élément qui est important dans le cas des apports et en particulier dans le cas des apports en nature et en industrie, c'est le rôle du commissaire aux apports. Pour
ça répondre à 3 questions. Première question, qui est-il? Il faut savoir qu'un commissaire aux apports est nommé par l'entreprise qui en a besoin. On a vu dans le cas des apports en nature et dans le cas des apports en industrie. Il peut être soit un commissaire aux comptes, soit un expert judiciaire. Mais c'est ce qu'on appelle un professionnel du chiffre puisqu'il va évaluer, il faut qu'il s'y connaisse un petit peu en évaluation d'entreprise, en évaluation de biens, meubles, immeubles, corporels, incorporels. Qu'est-ce qu'il fait ce commissaire aux apports? Il a donc comme rôle d'apprécier la valeur des apports en nature et ou en industrie. Il va donc pour cela élaborer un rapport d'évaluation. Il faut savoir que dans certains cas, les responsables d'entreprise peuvent refuser la valeur définie par le commissaire au rapport, mais ça veut dire que dans ce cas-là, le commissaire n'engage plus sa responsabilité, c'est les dirigeants qui ont refusé cette valorisation qui engagent leur responsabilité jusqu'à 5 ans et évidemment ça peut conduire à des amendes si cette responsabilité est mise en œuvre. Quand est-ce qu'on va faire appel à un commissaire aux apports? On va faire appel à un commissaire aux apports lors de la création d'une entreprise, l'augmentation de capital, des fusions, des scissions, dès lors qu'on a des apports en nature. Ça va être dans le cas d'une SA, Société Anonyme, SAS, Société par Action Simplifiée ou SARL. Il y a quand même des exceptions, en effet, lorsque les apports sont d'une valeur moindre, on n'est pas obligé, même si c'est fortement conseillé, mais on n'est pas obligé de faire appel à un commissaire aux apports. Les 2 cas de figure, c'est lorsque chaque apport a une valeur inférieure à 30 000 €. Et deuxième cas de figure, c'est lorsque la somme des apports a une valeur inférieure à la moitié du capital. Si vraiment les apports sont importants, vous avez l'obligation de faire appel à un commissaire aux apports. Si vous avez des difficultés à évaluer les apports en nature, il est quand même fortement conseillé de faire appel à un commissaire aux apports. Voici donc sur cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'essentiel sur les différents apports en comptabilité des sociétés, les apports en société, que ce soit lors de la création ou lors de l'augmentation de capital, fusion, scission, lors de la vie d'une société. Voilà, si vous avez encore des questions, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite.